pour l'émission d'aujourd'hui. Et je vous répète que pour les semaines à venir, nous revenons avec de nouveaux et d'anciens dossiers sur le phénomène extraterrestre. Bonjour, bienvenue madame, mademoiselle, monsieur à cette émission d'ésotérisme expérimental. On pourrait dire la deuxième sur le dossier des ovnis, objets volants non identifiés, qu'on pourrait des fois appeler les soucoupes volantes, ou alors on parlait des extraterrestres ou des intraterrestres, comme Richard Glenn le dit souvent, ou alors les infraterrestres et les supraterrestres. Alors, il y a tout un jargon, hein. On les appelle aussi des aliénigènes, des gènes étrangers aux gènes humains. Aujourd'hui, c'est un dossier, je pense, fort intéressant parce qu'on va voir des soucoupes volantes. Ouais. On va les voir sous la forme de photographies qui ont été filmées avec des caméras de film. Vous vous souvenez, là, des pellicules 8 mm d'autrefois, là. Il y a aussi le vidéo maintenant, et vous aurez l'occasion de voir, je pense, ici au Québec, en grande première, un extrait d'un document qui a été fait lors d'un tournage pour l'émission Oprah Winfrey aux États-Unis. Et le caméraman, au moment où il se préparait à faire l'entrevue, et Oprah était prête, ils ont vu passer quelque chose dans le ciel, ils ont tourné tout simplement la caméra vidéo vers l'objet qui a été filmé quelques secondes. C'est ce que je vais vous montrer au cours de l'émission d'aujourd'hui. Alors d'abord, débutons par le volet photo. Après, on parlera des films et après, on parlera des vidéos. Pour les photos, le premier témoignage, c'est celui d'un policier de la région de Montréal qui, lui, a photographié un objet lumineux qu'il a observé longtemps. Évidemment, la photo n'est pas très convaincante, mais quand même, il s'agit du témoignage d'un policier. En plein Montréal, un jeune homme fait de la photographie sur une rue de Montréal au coucher du soleil. Il voit un beau décor, il prend la photo, une analyse de photo. Et au développement, qu'est-ce qu'il voit à sa grande surprise? Des points lumineux en formation. Alors on sait que si on prend une photographie à un 500e de seconde, on se trouve à figer un instant dans peut-être le déplacement d'un objet qui se déplaçait très rapidement. À l'œil, on ne l'aurait pas vu passer. Et pourtant, en figeant l'image, on voit l'objet. La place Bonaventure, vous vous souvenez de ce dossier lorsqu'il y a quelques années, à l'automne, des gens prétendaient avoir vu dans le ciel au-dessus de la place Bonaventure un objet volant non identifié. Bien, cette photo qui avait été prise par un journaliste de La Presse a été analysée en laboratoire en Californie et les résultats sont concluants. Ce serait vraiment un objet volant non identifié et non identifiable. Et alors, nous verrons aussi extrait de ce document que vous avez à votre disposition dans tous les bons vidéoclubs au Québec, OVNI 1, il y a 1, 2, 3. Eh bien, dans ce document-là, on montre un montage de plusieurs photographies célèbres du phénomène extraterrestre. Et on termine avec le témoignage d'une dame du Québec qui, elle, curieusement, a vu une soucoupe volante passer au-dessus de sa maison. L'appareil photographique était tout près. Elle a pris plusieurs photographies et elle n'a plus jamais retrouvé la pellicule. Vous allez entendre son témoignage, qui se serait aperçu qu'elle avait photographié l'objet et qui aurait subtilisé la pellicule chez elle. Ça, c'est pour le premier volet. On se retrouve avant le deuxième volet pour parler des films de soucoupes volantes. Écoutons. C'était sur la route entre Saint-Donat et Val-David. Il était quelle heure? Il était environ 19 heures. Étiez-vous allé à la chasse dans cette région-là? Ou... Non, c'est la question, c'était la photographie. Vu que c'est à l'automne, oui. On fait la photographie de paysage, des choses-là, de nature. Oui. Juste en revenant de ça que... Donc, vous avez des appareils assez bons? Oui, oui. Oh, oui. Des très bons caméras, appareils? là, oui. C'est ça. Ah, oui, j'ai plusieurs lentilles. On est équipés assez bien pour... Alors, vous connaissez même la photo assez bien pour nous dire de quel type de pellicule vous aviez, le temps de pause et puis tout ça. Hein? Oui. Alors, comment c'est arrivé? C'est que nous revenions en auto sur la route vers Val-David. Et puis j'ai aperçu une femme lumineuse allongée. À première vue, je croyais que c'était un avion. Puis avec plus de réflexion, j'ai demandé l'avis à René pour voir si c'était un avion. Puis René, il n'était pas sûr. Il dit on va arrêter, puis on va l'examiner avec nos téléphotos. Puis j'ai dit à René que je ferais la même chose. Puis ma caméra était montée avec la téléphoto, avec un trépied, tout. J'en ai profité pour prendre quelques photos de cet objet-là. Puis à chaque photo que je prenais, je m'apercevais que l'objet avait changé de place. Ça a fait comme
l'objet a fait comme un L, en partant d'en haut, en descendant, et puis vers la droite. Puis... Son angle de 90 degrés, est-ce qu'il l'aurait effectué d'un coup sec? C'est plutôt tranquillement. Très tranquillement, il descend. Très tranquillement, parce qu'on a remarqué ça, c'est quand on est arrêté sur le bord du chemin. Oui. Pendant que Dave, lui, photographiait l'objet, moi, j'avais un genre de petite longue vue. J'essayais de rapprocher, puis d'avoir une forme quelconque, parce qu'on voyait c'était dans notre distance par rapport à l'objet, pour vous dire la distance qu'on était. Mais on savait que ça rond plus très lumineux. À un moment donné, c'est ça qui a fait l'intrigue, c'est que ça s'est déplacé. Parce que de la position qu'on l'a vu, nous autres, si ça allait rester stable, il y a tout le temps eu la possibilité, peut-être c'est une personne qui est au bout d'une montagne, qui a une tour avec une lumière après. Ça, c'est possible, mais quand ça s'est mis à descendre, ben, dit là, écoute, à un moment donné, c'est pas un avion, ça, c'est pas les lumières normales d'un avion. Puis les gars, c'est une lumière en haut d'une tour, je veux dire... la tour, elle se promène pas. C'est ça, tu sais. Puis là, ça descend tranquillement. C'est ça, dès que j'ai suivi avec sa caméra, tout, les filles. Puis dans la genre de petite longue vue que j'avais, c'était pas encore assez fort pour donner une fois, tu sais, un détail de bleu. C'est là que ça descendait. Ça descendait tranquillement. Ça avait, vous figurez qu'on était bon pour une dizaine de minutes. Vous aviez quel type de film dans la caméra? Oui, c'est un film diapositive 64 ASA. Donc, pas très sensible à l'obscurité? Non, pas très. Couleur? Oui, diapositive couleur. C'est ça. Vous l'avez fait développer vous-même ou vous l'avez envoyé à une compagnie? J'ai passé par une compagnie pour l'envoyer faire développer. Puis ils me l'ont retourné en disant que la pellicule n'avait pas de l'air d'être bonne. Ils m'ont pas rien dit, en fait. Ils m'ont envoyé la pellicule toute engoulée. Elle n'était pas montée sur les petits cadrages de plastique? Non, exact. Ah bon? Je l'ai fait moi-même. Parce qu'eux, ils ont pensé qu'elle n'était pas bonne. Oui, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes policier? 13 ans. Depuis 13 ans, trouvez-vous qu'il y a une évolution dans la conscience même des policiers, là, puis la façon que le public réagit devant ça? Oui, chez nous autres, il y a une évolution. Si on parle de ce point de vue-là, il y a une évolution. Plus que ça va, là, disons que ça devient plus sérieux pour eux autres. Ils pensent plus sérieusement. Disons, sur le nombre, tu en as un ou deux, les autres, ça veut dire, ils en tiennent pas plus compte que ça. Mais souvent, au poste, moi, je parle du sujet des extraterrestres, puis des objets non identifiés, ces choses-là, puis les gars s'intéressent à ça. Donc, en 13 ans, vous trouvez qu'il y a vraiment une... Oui, il y a eu, à comparer, disons, les premières années, que ça se parlait pas en tout. Éventuellement, depuis 13 ans, le poids, ça a grossi quelque peu. Il y a eu des niveaux constants dans les jeunes, puis les jeunes, les autres, étaient plus motivés à ça. Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'ai eu accidentellement une photographie qui a fait, si on veut, tomber mes doutes de façon définitive cette fois-ci. Une photographie d'ailleurs accidentelle, mais qui ne faisait qu'influencer, je dirais, d'une faible partie mon jugement qui était déjà fondé sur le phénomène extraterrestre. Car maintenant, grâce à cette photographie, il n'y a plus aucun doute. La photo, c'est toi-même qui... Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Là. Je ne veux pas dire que c'est grâce à la photo qu'il n'y a plus de doute. C'est surtout à cause de la démarche personnelle que j'ai faite en ce qui concerne ce sujet. Phénomène de sensibilité, si on veut, ou de se laisser aller à écouter ce qu'il y a de positif à l'intérieur de soi, qui pour nous est peut-être le seul et unique moyen objectif de pouvoir analyser une question. Comment on se sent lorsqu'on entend parler de tel ou tel sujet. Est-ce qu'on peut voir cette photographie? Oui, je peux vous la montrer. Moi, je trouve une chose, en tout cas, assez formidable. Voilà, Daniel, qui a comme 22 ans, je pense, à peu près, qui arrive à expliquer tout ce qu'il ressent de cette façon, si claire, très facilement. Je trouve ça assez merveilleux. On voit ici une photographie tout près d'un lampadaire où il y a des petits points lumineux. On la voit sous différents formats, alors il s'agit d'agrandissement. Oui, disons que c'est une seule et unique photo qui part justement du coin gauche supérieur, qui est la photo originale, disons, la dimension de ce que je voyais dans mon appareil ce soir-là. Ce que je voyais, disons qu'une précision s'impose à ce moment-ci, c'est que je n'avais pas vu du tout les points lumineux qu'il y avait, qu'on peut voir sous les lampadaires. Ce sont des points lumineux que j'ai découverts simplement à l'agrandissement lorsque j'ai tiré la photo dans mon laboratoire. Disons que le fait que mon œil... Tu ne peux pas dire les points se déplaçaient dans un sens ou dans un autre? Aucune idée, parce que mon œil, peut-être c'est ma rétine qui n'était pas aussi sensible que la pellicule,
qui a fixé, elle, les points lumineux, ou si encore, par la distraction, car cette photographie n'avait qu'un seul but, c'est de faire une étude photographique sur une composition d'une photographie. Simplement, non pas par le sujet, mais par la composition des angles en général. Celle qu'on voit ici se trouve être le négatif, donc le contact. Oui, un tirage contact du négatif. Parce que j'ai dû... Ça ne peut pas être truqué à ce niveau-là. En 35 mm, non. Exactement. Je peux faire expertiser la densité du grain par n'importe qui quand on le voudra. On verra un gros plan de la photo contact. Ça va nous permettre justement d'en juger. Et de ton côté, ça s'est fait à quelle époque? À Montréal d'abord? Oui, à Montréal. Il y a de ça environ un an maximum. Donc ça remonte en 78 à peu près? Exact. À une époque où justement il s'est passé beaucoup de phénomènes extraterrestres ici dans la région de Montréal. Oui. Et Blackout à la radio, beaucoup de témoins. Exactement, ça coïncide à cette période-là. Dans les éléments récents, c'est l'analyse rendue officielle dans le journal La Presse du 1er mai 1992 de l'OVNI qui était au-dessus de la place Bonaventure à Montréal. On en avait fait beaucoup état à ce moment-là. On avait eu des témoins qui étaient venus parler sur l'émission. Alors là, c'est un article... Très éloquent, oui, très éloquent sur l'analyse qui a été faite. Bon, l'analyse, rappelons-le, c'est Bernard Guénette, Montréalais, qui travaille en une sorte de simulation sur ordinateur pour de l'urbanisme ou de l'architecture, avec le Dr Heinz aux États-Unis, un spécialiste de l'optique qui a travaillé à différents projets très importants et qui travaille comme consultant également pour MUFON. Donc, Heinz et Guénette ont produit un excellent rapport, solidement étoffé, bien documenté, à partir de documents, dont certains documents que j'avais moi-même fournis à Guénette, sur notamment les rapports de la GRC et de la police de la CUM sur le sujet. Donc, ce rapport merveilleusement étoffé fait état d'un objet circulaire qui se serait tenu au-dessus de la place Bonaventure. Un objet? Un objet, évidemment. Le rapport parle d'un objet. C'est pas un reflet de lumière? Non, on ne parle pas ici d'un reflet, on parle définitivement d'un objet. Ouais. On peut... presque à coup sûr, à 99,9% prétendent à l'existence, à la présence d'un objet immobile au-dessus de la place Bonaventure. On pourrait l'appeler une soucoupe volante? Je n'irai pas jusque-là. Je vais laisser Richard Glenn le dire, mais Christian Page ne s'engagera pas sur cette fois-là. On parle ici là, de plusieurs... on parle près de 1700 pieds de diamètre, donc c'est pratiquement un terrain de football. Même c'est plus grand qu'un terrain de football, suspendu. Apparemment circulaire, puisque le témoignage des gens fait état d'une série de lumières autour de l'appareil, de l'objet, du moins. Vous appelez toujours pas une soucoupe volante, ça, là? Non, on parle d'un phénomène, une couronne lumineuse. J'utiliserais le terme de couronne lumineuse. Mais enfin, c'est ce que les gens ont rapporté. On parlait de quelque chose de circulaire avec des lumières. Je pense que du rapport Guénette, il y a un élément qui est très intéressant. C'est qu'il y a eu un effet électromagnétique quelconque, puisqu'il y a eu panne d'électricité. Non, le rapport Guénette ne mentionne pas, ne fait pas cette association-là, parce qu'il n'y a peut-être aucun rapport. C'est comme, on pourrait prétendre, on dit, oui, lorsqu'il y a eu l'observation de l'OVNI au-dessus de la place Bonaventure, est-ce qu'il y a eu un accident d'automobile à Montréal? Il peut y avoir concomitance entre les deux faits. Il peut peut-être n'avoir aucune concomitance. Parce qu'il y a eu une panne d'électricité à quel endroit? Il y a eu une panne d'électricité à la base militaire de Longue-Pointe pour la nuit en question. Oui. Mais rien nous prouve qu'il y a eu association entre le phénomène OVNI observé. Mais ça, c'est pas au moment où l'OVNI était au-dessus de la place Bonaventure, mais c'est au moment où l'OVNI s'en allait. On a peu de temps avant que la base de Longue-Pointe rapporte cette interruption de courant. Un témoin aurait prétendu avoir vu l'objet se déplacer en direction de la base militaire de Longue-Pointe. Et là, il y aurait eu panne d'électricité. Et peu de temps après, dans les minutes qui suivent, on parle d'une panne d'électricité. Mais là encore, c'est très difficile de vérifier. Bon, l'heure du témoin, très précisément, le passage de l'objet, si l'objet s'est déplacé. Est-ce que le phénomène rapporté était le même que celui observé au-dessus de la place Bonaventure? Il existe toute une série d'éléments thématiques qu'il est impossible de vérifier. Et qui n'ont peut-être aucun lien entre eux. C'est important d'insister. Coïncidence. Oui, on peut parler peut-être ici de coïncidence. À un moment donné, l'objet nous passe presque au-dessus de la tête. Puis là, on voit que c'est un grand fuseau, puis il y a plein de petites lumières rouges sur le dessus de l'objet. Puis à gauche de l'appareil, il y a comme une lumière bleue qui éclaire tout le côté gauche aussi, au même endroit où se trouvent les lumières rouges. Donc, Gilles me dit, c'est peut-être une nouvelle avion qui ont parti, là, je sais pas quoi, tu sais, qui ont... Ben, j'ai dit, voyons donc, j'ai dit, tu sais, un avion, pas d'aile, ça n'existe pas, Gilles. Ah, mais aujourd'hui, ils sont bien avancés, puis tu sais, coudonc. On s'en J'ai dit, OK, ça restait là.
Mais là, à un moment donné, on voit arriver 1, 2, 3, 4 lumières en arrière de ça. Puis là, ça s'en vient. Puis là, à un moment donné, on entend des bruits de comme les hélicoptères, tu sais. Là, Stéphane dit, c'est des hélicoptères. Ben, j'ai dit, je comprends, il n'y a pas de doute. Puis là, il y en a plusieurs, hein. Il y en a peut-être 6, 7, 8, je ne sais pas, on les compte plus à un moment donné. Là, ça part tout en arrière de ça. Ça suit tout ce gros fuselage-là. Il faut dire une chose, le fuselage a disparu assez vite. Oui. Puis là, ça a tout pris la direction de ce fuselage-là, c'est ça. 3 secondes, puis bonsoir, il n'y en avait plus. Puis là, dans la même semaine, il y a les hélicoptères de l'armée que nous autres, on voit se promener continuellement ici, dans les coins. Il en arrière, dans la montagne. Il est venu jusque dans la cour, il est venu virer dans la cour. Puis on voyait assez proche. Le soir, même, on est couché, puis on entend les hélicoptères là, au-dessus de la maison, puis... Oui, à passer au-dessus de nous. Oui. Ça, quand vous dites ici, c'est... La maison ici. Grand-mère. Oui. Oui. La montagne est à peu près 1 000 d'ici. On l'a vu à peu près 1 000 de distance, là-bas, quand on l'a vu sur la montagne. Là. Mais on devrait observer plusieurs fois des lumières sur la montagne. Oui. On demande où c'était quoi, puis ça restait là. Quand par après, c'est justement avec des hélicoptères. On se demande si c'est pas... C'était pas relié à ça. As-tu un rapport avec ça? C'était les hélicoptères de l'armée, hein? Les drôles de scout. Un petit bout de temps après, lui est allé en ville faire une commission. Moi, je suis ici, les enfants viennent de partir pour aller vers le village. Puis là, je me pose des questions, je suis en train de préparer le repas, puis je me dis, c'est donc bizarre que je vois ça, me semble souvent, depuis un bout de temps. En pensant à rien, je me dirige vers ma chambre, puis à un moment donné, j'aperçois ça, presque là, devant ma fenêtre, à l'ouest. Puis là, je me dis, c'est gros, c'est énorme, c'est de la grosseur d'une commode à vider. Là, je me dis, c'est impossible, c'est trop gros. Là, je dois être en train de capoter, là, qu'est-ce qui arrive. Mais à un moment donné, ce gros objet-là se déplace. J'ai dit, ça se peut pas. Là, j'ai dit, il y a de quoi qui se passe. J'ai dit, qui n'est pas normal. L'appareil photo, je pense à ça. Je m'en vais chercher mon appareil photo, je sors dehors. Puis là, je suis tellement énervée, je suis sur le patio, les deux genoux claquent ensemble. J'ai dit, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que c'est? C'est rouge écarlate, là, comme les freins d'une automobile. C'est rouge, là, comme ça. Mais à un moment donné, comme je prends les photos, j'en prends 1, 2, 3 clichés. Ça saute dans le ciel. Ça n'a pas de trajectoire, là. C'est là, comme ça saute, comme ça, mais toujours en rapetissant. Puis c'est nuageux. OK? Fait que tu vois qu'en dessous de cet engin-là, tous les nuages sont comme rosés à chaque fois que ça saute, puis toujours en s'éloignant. Parce que ça rapetisse, puis tu vois, tu sais que ça s'éloigne. Ça, c'est cette observation-là. As-tu eu des photos en 80. de ça? J'ai jamais retrouvé le film. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Gilles a rewindé le film. J'ai rewindé le film. C'est ça. Je l'ai enlevé de l'appareil. Puis on va le serrer, ben, le fait développer. On a jamais retrouvé le film. Ben, vous l'avez mis où? On voudrait bien le savoir. On a fouillé la maison sous fond en compte. On a fait du ménage. Dans les pots de fleurs, dans le grenier, il n'y a pas un endroit que j'ai pas fait. Je me suis cassé la tête, je pense, presque 1 an et demi. À un moment donné, j'ai capitulé. J'ai dit, là, je suis fatiguée de me casser la tête avec ça. J'ai même pensé que j'étais bien mis ça sur la couverture. Dans la trappe, on parlait sur le grenier. J'étais voir sur le grenier dans la trappe, sur le minéral. Il n'y a pas de place qu'on n'a pas fouillé dans la maison. Il n'y a pas un pouce qu'on l'a caché immédiatement après avoir fait les photos. Dans mon idée, moi, elle l'avait mis dans le tiroir du vaisselier, ici. Je suis sûr qu'elle l'avait mis là, puis tu l'as mis dans le tiroir du vaisselier. Mais lui, le soir, qui m'a dit, viens, on va faire finir les photos, moi, je me suis dit, voyons donc, il ne peut pas les avoir, les photos. Puis après, je me suis dit, pourquoi j'ai pensé qu'il ne pouvait pas les avoir, les photos? Tu sais? On n'a jamais retrouvé. C'est parce que je les avais cachés à quelque part où je me disais, c'est impossible, lui, il ne peut pas savoir où. Tu sais, je lui ai pas dit. C'est pas clair, là, quelque part, tu sais, là. Accepterais-tu d'être sous hypnose pour essayer qu'on sache? Oui, j'y ai pensé souvent parce que ça m'a fatigué, ça, beaucoup. Oui. On l'a cherché. On l'a cherché un an. Oui. Mais combien de temps après que tu l'avais caché, que tu as commencé à le rechercher? As-tu passé un mois avant de décider? Non, le lendemain. Non. Ah, le lendemain? Oui. On a commencé à chercher, puis là, on a fouillé où qu'on aurait pu le mettre. Oui.
Puis on a pensé où qu'on aurait pu mettre le show. On était web partout. En fait du compte, je pensais toujours à ça, je me disais où qu'on peut l'avoir mis. Mettons, tu veux cacher la meilleure cachette dans là, c'est où? C'est ça. Tu sais, des fois, tu dis, il y a un pot de fleurs, justement, on voit des pots de fleurs, tu vois partout. J'ai regardé à l'intérieur des garde-robes. J'ai regardé partout. Dans les armoires. À un moment donné, quand tu as fait le ménage du printemps, elle a dit tout. Maintenant, on va le trouver, on ne l'a jamais trouvé. Et puis, on sort tout ce qu'il y a dans les armoires, mettre ça dehors. Tu mets ça sur le signe, jamais rien trouvé. C'est pour ça que je me dis, c'est spécial. C'est pas explicable. C'est comme plusieurs choses. Nous voyons présentement une photographie extraite des archives. Alors maintenant, nous allons parler avec Madeleine Rutherford de son ami George Adamski. An 8-inch, I think, and I don't remember exactly the type of telescope. He also had a home camera. Alors, Madeleine Rutherford, ici, nous dit que George Adamski a eu des contacts dans les années 50. Il a photographié plusieurs fois des objets volants non identifiés à l'aide de son propre télescope d'un diamètre d'environ 8 pouces. Well, anyway, it worked very well. It was the type which you slide plates into. But he took pictures of some of the craft and so on. But anyway, they had so many sightings they decided to go to this remote spot on purpose. Souvent, avec des amis, George Adamski voyait des cylindres géants dans le ciel. Il était comme averti à l'avance de ses rencontres avec des êtres. Et tout le monde, faisant partie du pique-nique, était témoin. He described an orange band around the craft. And I believe he said it was metallic and silver. And they witnessed that moving over and slowly out of the way before they had their cameras set up. Well, then... Malheureusement, très souvent, les témoins qui étaient avec George Adamski n'avaient pas le temps de prendre leur caméra, que déjà l'objet était disparu à l'horizon. They noticed someone over one of the hills in a distance walking slowly along, and Mr. Adamski thought it must be one of the prospectors because he said... Une fois, ils ont vu de leurs yeux un personnage qui arrivait à l'horizon, à pied. Ils ont cru que c'était un prospecteur. Il s'est approché, a levé une main en l'air. Et ce même personnage a été revu à plusieurs endroits aux États-Unis. As he approached the man, he said that he noticed he was dressed a little unusual, but the man waved his hand, and Mr. Adamski waved his hand, and they walked toward one another. Alors, quand l'être levait la main, George Adamski levait la main aussi en l'air. Il était vêtu de blanc avec une large ceinture argentée. He had on a brown, one-piece, coverall-type suit, and with a wide belt in the middle. And the man had long hair to his shoulders, which was a little unusual because at that time men did not wear long hair ordinarily. And but the man was very friendly and looked kind of young. Alors, il avait des cheveux longs. Il avait un visage jeune, d'environ une vingtaine, une trentaine d'années. Il semblait très amical. But he did answer in some other language. So Mr. Adamski said, well, he wanted to have a communication with the man, and he said, asked him some more questions about where you're from, and the man just sort of waved and pointed to the sky a little bit. So that was the way. Lorsque George Adamski lui posait des questions, l'être lui répondait dans une langue inconnue pour George Adamski. Alors ils se sont parlé au début par geste. Il lui a demandé d'où venez-vous, et l'être aurait, semble-t-il, un peu compris et a montré le ciel. And this was one that he had friends
that were watching from a distance. Alors, on voit présentement l'une des plus belles photographies de la soucoupe volante prise par Georges Adamski. Nous allons maintenant assister pour la première fois à la télévision à des extraits de films personnels de Georges Adamski. Il filmait avec des petites caméras, c'était pas vidéo à l'époque, 8 mm. Alors vous allez voir, mesdames et messieurs, pour la première fois, cette projection de films personnels appartenant à M. Georges Adamski. This was taken in Vista, California. Yeah, this was taken in Vista. That first one was taken in Vista by Mr. Adamski. This was taken in Massachusetts in October of 1964 near Northborough, Massachusetts. And this one was taken in Wisconsin by the late George Adamski in 1964. Ah, ici, vous voyez des films pris à différents endroits aux États-Unis entre les années 50 et 65, au Massachusetts ou ailleurs. Holiday Inn in Appleton, Wisconsin. Mr. Adamski said that he was alerted to the fact that the space people were out there, and he got up and got his camera and went outside. But this was taken over my home in Silver Spring, Maryland. In the first day. Ici, Madeleine Rutherford confirme qu'elle-même a été témoin de ce film que Georges Adamski a pris de l'OVNI avec sa propre caméra à elle. Very, very thick gray with clouds that day, almost ready to rain. And the leaves on the trees were just starting to turn just a wee bit, but they hadn't gotten very colorful yet. But the spacecraft, the space people came by on purpose so Mr. Adamski could film them. And he went outside with his... Oh, this was... There were several behind the trees, and there's one at a distance. Mr. Adamski filmed those in California. This was also filmed... Alors, l'objet serait à ce moment-ci très loin dans le ciel, même s'il ne passe à peu près jamais derrière les arbres, là, étrangement, et soit qu'ils observaient le film que Adamski faisait. Voici de très près maintenant l'objet, et on peut voir les boules sous l'appareil qui sortent et qui entrent selon les mouvements de l'appareil, qui a l'air d'ailleurs un peu déformé. Et aujourd'hui, en laboratoire, on explique cette déformation sur la pellicule de cet appareil. And he filmed it on my little 8mm Bell & Howell camera. The gears were retracting in and out underneath. It was 27 feet in diameter. And there were windows, and there were glimpses of people that looked like real people. Alors, on vient de voir pour la première fois les films personnels de Georges Adamski, transmis ici par Mme Madeleine Rutherford, qui était une amie de M. Georges Adamski. Et je vous rappelle que ça se produisait dans les années 50 et jusqu'en 65, à l'époque où Georges Adamski est décédé. Là, on voit les photographies prises par Georges Adamski. On a vu Georges Adamski avec son épouse et puis Georges Adamski avec un télescope. Et ça, ce sont des photographies lorsqu'il voyait des ovnis passer aux abords de la Lune. Oui, on doit dire que Adamski, c'est un cas assez particulier. Depuis 30 ans qu'il est discuté, analysé, disséqué, je dirais presque. C'est presque devenu un cobaye de laboratoire Adamski en soi. Mais ça va de soi que ça peut surprendre à cause de ses caractéristiques, mais je crois qu'on lui a fait vraiment trop, je sais pas trop de tort, mais on l'a voulu absolument le nier complètement son cas, alors qu'originalement, il doit être authentique. Il a dû se produire certainement des choses. Et puis, mais par la suite, étant donné que ça arrivait dans une période où le phénomène était bien populaire, il y a eu tout un enchaînement de circonstances qui a fait qu'Adamski est devenu presque une affaire commerciale. Et puis, c'est ce qui a dénaturé probablement son cas original d'observation, avec tout le cas de phénomène des Vénusiens beaux et puis qui venaient. Et puis, alors, c'est un aspect de la question dont il faut tenir compte, et puis qui s'est continué quand même au cours des années, qui s'est même transformé en cas de contactés de gens qui auraient été choisis par des extraterrestres et qui auraient une mission à remplir sur Terre. Mais là, on tombe justement, puisque le thème de l'émission est l'ésotérisme expérimental,
on tombe à ce moment-là peut-être dans cet aspect-là de la question, à savoir jusqu'où la connaissance des anciens n'avait pas été, jusqu'à un certain point, peut-être apportée par d'autres créatures, d'autres êtres plus intelligents venus d'ailleurs, qui auraient apporté une certaine connaissance. Là, je crois que ça se rapporte justement à ce qu'on appelle l'ésotérisme. Sans parler de trucage volontaire, on pourrait peut-être parler d'erreurs de jugement sur ce qu'on peut observer. Comme on voit maintenant à l'écran, un nuage. Puis il y a des gens nuages lenticulaires. Apparemment, oui, c'est un phénomène qui se produit assez rarement dans des endroits de vallées encaissées à cause des courants d'air qui se trouvent à tourner, à former un genre de cyclone et puis qui forment ce genre de nuages lenticulaires-là qui pourraient être confondus avec des ovnis. Et aussi s'il y a un éclairage plus ou moins approprié selon le soleil qui l'éclaire et autres. Alors à ce moment-là, les photos d'ovnis, que ce soit des nuages lenticulaires ou des phénomènes lumineux, sont les plus difficiles à trouver, disons, à analyser en détail lorsqu'ils sont rapportés à des groupements. Maintenant, on va vous présenter quelque chose d'assez surprenant. C'est un très, très court document filmé par un enfant d'une soucoupe volante qui passe au-dessus d'une autoroute. Alors, on l'observe ensemble, puis on va le revoir à répétition, peut-être 2-3 fois. Là, question de bien voir cet ovni qui s'en vient au-dessus de l'autoroute et qui passe. Alors, on le revoit ici une deuxième fois. Alors, au-dessus de l'autoroute, voici l'OVNI qui s'approche. Et on le voit même passer derrière les lampadaires. Et même des automobiles sur la route qui allument leur lumière rouge pour freiner, comme pour freiner. Et pourtant, il s'agit là d'un trucage. C'est ça. Alors, c'est pour vous dire à quel point c'est difficile, hein? C'est vrai, hein? C'est pour dire à quel point c'est difficile. Oui, le côté cinématographie, là, ne serait-ce que pour les films, au cours de ces dernières années-là, c'est tellement amélioré la technique que de plus en plus, justement, c'est difficile de pouvoir analyser non seulement une photo, mais lorsque les gens nous amènent des films, comme on voit des films animés, là, où on voit des ovnis qui ont toutes sortes de mouvements et autres, lorsque l'on connaît quand même une certaine technique, un photographe ou assez expérimenté peut monter un bon trucage et puis qui n'est pas apparent à vue d'œil pour même des gens expérimentés, mais c'est là qu'entre en ligne de compte l'analyse du document ou du film qui peut être fait, bien entendu, par des chercheurs spécialisés. On voit la façon dont on a procédé. On voit la petite caméra en bas, là, puis je tenais avec une baguette une petite maquette de soucoupe volante tenue par des fils de ligne à pêche, et puis on promène la soucoupe volante. Dans ce troisième volet maintenant, dans l'émission d'ésotérisme expérimental sur les photos, les films et maintenant les vidéos de passage d'OVNI. Je pense que le premier est percutant puisqu'il a été réalisé de manière tout à fait naturelle par des professionnels. Dans l'émission Hard Copy, on a présenté un OVNI filmé par les techniciens, caméramans de l'émission Oprah Winfrey aux États-Unis, très connue. Et lorsqu'au moment où elle se préparait à faire une entrevue, le caméraman a vu dans le ciel un objet volant non identifié, il a tourné la caméra, il l'a filmé, ce qu'on va vous montrer dans quelques instants. Suite à cette vidéo, on verra un type qui, en Belgique, a vu passer le fameux ovni belge, là, avec 3 lumières. Alors, ce monsieur Alfarano m'a fait parvenir à moi personnellement ce document de maison, mais familial, si on veut, avec sa caméra. Il était sur le bord de la fenêtre et il l'a filmé. Alors, vous verrez ce passage d'ovni. Il y a le cas très célèbre de Gulf Breeze aux États-Unis, au nord de la Floride. D'ailleurs, vous voyez mon chandail avec une belle soucoupe volante, c'est qu'on se prépare à inaugurer là-bas en Floride comment est-ce qu'on appelle ça, là? Un musée de l'ufologie en Floride. Et le cas de Gulf Breeze est au nord de la Floride, tout près de Pensacola. Et alors là, plusieurs témoins ont vu des ovnis dans le ciel, et alors c'était facile de prendre une caméra vidéo et filmer l'ovni. Il y a aussi beaucoup de photos, même faites avec des caméras Polaroid, sur un montage un peu spécial pour montrer en 3 dimensions 2 appareils Polaroid avec une mire centrale, pour être capable de juger de la distance de l'OVNI qui était photographié. Il y a le film très spectaculaire de ce qu'on pourrait appeler l'écrasement, ou en tout cas la défectuosité d'un OVNI à Carp. C'est tout près d'Ottawa, tout près de Kanata. Et à Carp aussi, c'est une base militaire canadienne de communication. And over here we have things called dust devils, but I've never seen a dust devil that goes that high. Alors, le technicien a vu l'objet brillant monter vers le ciel
Et il a laissé derrière lui une espèce de vortex de poussière. Alors, tout d'un coup, l'objet brillant qu'ils ont réussi à filmer est disparu mystérieusement. Maintenant, nous allons aborder le cas. Et les vitesses de déplacement. Regardez ce qu'on disait justement dans le Parimatch concernant les déplacements de l'OVNI en question qui avait été vu. L'objet qui a progressivement pris de la vitesse et est à ce moment à 280 km à l'heure, atteint en passant de 3000 mètres à 1700 mètres d'altitude la vitesse de 1800 km en 1 seconde. Hein? Cette fantastique accélération correspond à 40 G. Elle entraînerait la mort immédiate de tout humain se trouvant à bord. La limite de ce que peut supporter un pilote de chasse est de l'ordre de 8 G, 8 fois le poids normal. Alors, c'est tout ça qui a été déclaré par le colonel de Brouwer. Il a même dit que ce ne peut être quelque chose créé par l'homme. De toute manière, il avait exclu que des F-16 puissent rattraper l'engin à une si basse altitude à cause de la densité de l'air qui ne leur permettait pas d'évoluer si bas. Les réacteurs des F-16 à cette haute vitesse auraient pu exploser. Alors, le colonel de Brouwer a même dit « Notre système de défense est impuissant face à ces engins. » Des engins qui sont pourtant bien connus dans le monde ufologique. Écoutons encore le témoignage de celui-là même qui a pris ce vidéo. Ça allait vraiment entre 20 et 30 km/h, pas plus. Et quand il est venu vers moi, ce phare était beaucoup plus puissant devant. Et en dessous, il y avait une petite lumière verte-rouge. Puis derrière, quand il est passé ici juste au-dessus, il y avait également un troisième phare derrière. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu ce fameux triangle, qui est vraiment énorme, plus grand qu'une maison, de couleur métal gris clair. Et en dessous du triangle, tout alentour, on voyait les petites lumières rouges et vertes clignotant, puis ça restait stable, puis ça clignotait. Et au milieu, il y avait une grosse coupole avec des barreaux, des gros barreaux qui étaient comme ceci. Et puis ça a passé tout doucement. Ici, nous voyons la vidéo que M. Marcel Alfarano nous a fait parvenir personnellement. L'appareil que je vois absolument très bien. Alors, vous l'entendez parler pendant qu'il filmait les 3 lumières qui se déplaçaient. Il n'y avait aucun son dégagé par l'OVNI. Il a eu la présence d'esprit de filmer un avion qui est passé tout de suite après, exactement dans le même ciel, par la même fenêtre. Voici maintenant le cas. Ça l'a pris 2-3 ans avant qu'Henri Bordelot vienne. Tu sais, là, à un moment donné, moi, quand mes animaux sont morts, j'ai fait des recherches, j'ai appelé au gouvernement pour me faire rembourser. Et puis, tu sais, ça l'a emmené des enquêtes à savoir est-ce que j'avais soin de ma terre, j'avais soin de mes animaux, est-ce que j'étais négligent, puis tout ce que tu voudras. Mais la deuxième année, il était toujours là, j'ai donné le foin pareil aux animaux, mais ils ne sont pas morts en deuxième, tu sais. C'est le premier coup qui m'a tué tous les veaux naissants. De quelle façon ils sont morts? Hein? De quelle façon ils sont morts? Ils sont morts. Ils sont venus au monde normal. Comprends-tu, là? Quand tu dis normal, c'est que non au monde, puis rendu au soir, le veau, il courait partout. Pareil comme les autres, là. Le lendemain matin, tu arrivais au bâtiment, il ne se levait plus. Tu n'étais plus capable de le faire relever. Puis la troisième journée, il était mort. Ils ont tous fait ça pareil. Ils mouraient comment? La tête virait en arrière, à côté sur les reins. Ah ben. Comme quelqu'un qui sort de la noce, apparemment, c'est ça? Ça. Tu sais, il était couché à terre, puis la tête allait lui taper dans le dos. Tu sais, il faisait le tour, on dirait, il faisait le rond. Il avait toute la même affaire, puis croche à bord de ça. Tu sais, là, il mourait pas raide. Tu sais, on aurait dit que tout lui crochissait. Tu m'avais dit aussi que l'herbe avait poussé de façon spéciale aussi. Comment? Que l'herbe avait poussé de façon spéciale, c'est ce que les traces. L'herbe qui poussait là? Oui, elle avait la feuille comme un blé d'Inde.
une feuille de blé d'Inde. Parce que j'ai fait analyser à Saint-Hyacinthe, j'ai été chercher une pelletée de tourbe, de gazon, là, j'ai emmené ça là-bas. Puis les gars qui travaillaient au laboratoire disaient, regarde-moi donc ça, tu as vu ça, du foin comme ça, toi. La feuille était large comme une feuille de maïs. Mais c'était taillé du foin, c'était pas une feuille de maïs. Tu sais, les gars, les jeunes que j'avais planté ça au bord du laboratoire, tu sais, j'étais pas là pour faire une analyse, puis les jeunes, ils ne savaient pas à qui ça appartenait, mais c'était à moi, tu sais. J'avais mis mon sac là, puis l'arbre a dépassé, puis ils trouvaient ça drôle que la feuille du mig, elle soit à la largeur d'une feuille de blé d'Inde. Vois-tu? Pendant combien d'années que ça a poussé comme ça par après? Ça l'a poussé au moins 6 ans avant que je laboure, que je le voyais à tous les ans. Mais à un moment donné, j'ai labouré, tu sais. Après qu'Henri Bordelot a eu passé, il fallait qu'à un moment donné, cette terre-là, je la relève. Puis après l'avoir relevé, puis labouré, puis grobé, puis arcé, ça a disparu, cela, là. Tu sais, parce que ça a peut-être resté là encore, mais les ronds étaient plus visibles comme avant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de radio parce que Henri Bordelot a dit qu'il n'avait, les inspecteurs ont dit qu'il était pour en avoir pour 20 ans de la radioactivité. Mais elle n'était pas dommageable, en tout cas, là, après ça. Ça a été la première année que ça a fouetté mes veaux naissants. Et vous avez expliqué qu'il y avait ces traces-là sur le terrain au gouvernement? Oui. L'agronome, à bord de ça, de l'agriculture de Berthier, est venu voir ça. Puis il m'a reproché de le déranger pour rien. Il a vu les traces là, dans le champ. Ah oui, il a tout vu les traces, mais tout le monde était d'accord à dire que c'était les enfants qui avaient été joués dans le champ et qu'ils avaient étendu de l'engrais chimique. Tu sais, c'est assez stupide. Je dis à l'agronome, t'en connais-tu bien des parents qui achètent des poches d'engrais chimique aux enfants? Puis à part de ça, qu'ils l'étendent en rond comme ça, tu sais, là, c'était d'un beau rond, là, il dit, voyons donc. Mais tu sais, on dit n'importe quoi, tu sais, comme le monsieur disait tout à l'heure, c'est arrivé au commencement d'avril, t'es poisson d'avril, c'est arrivé au mois entre le mois de décembre et le mois de janvier, les gars étaient après prendre un coup, hein? Tu sais, le monde, il dit n'importe quoi, mais l'agronome m'a dit ça, lui. Mais il est revenu, l'agronome, à l'automne, en me disant, M. Bonnet, on pourra-t-il retourner dans le champ voir ça? J'ai dit, toi, dérange-moi pas, tu m'as dérangé de printemps, tu m'as dit que j'étais pour. Si tu veux aller voir, vas-y le voir tout seul, moi, je ne vais pas avec toi. Tu sais, là, c'est clair. Mais il paraîtrait que dans l'agriculture, il y avait quelqu'un qui les avait mis en garde, qui pouvait avoir des choses dans les champs, de ne pas prendre ça à la légère. Tu sais. Mais là, moi, tu sais, ça m'avait. Comme monsieur disait tout à l'heure, là, le monde, il riait pas de toi, puis c'était bien proche. Hein? Je sais que mon père était venu me voir chez nous, puis il m'avait dit, arrête de parler de ça. Il dit, tu passes pour un fou, il est bon, tu es en train de capoter, tu sais, mais tu essayais de comprendre. Vous voulez rien que savoir c'était quoi, moi, là, tu sais? Là, ça va faire 25 ans, ça. Là, 25 ans, c'était pas à mode tellement qu'on entend parler de ce coupe volante puis des choses semblables, tu sais. Mais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai bien changé. Aujourd'hui, j'y crois, puis je me dis... j'ai même un extraterrestre qui est venu chez nous pour m'expliquer. J'ai demandé pour quelle raison il avait arrêté chez nous. Il dit, on le savait que tu irais, que ça te réveillerait. J'ai pourrais bien pu arrêter sur le voisin à côté. Il dit, le voisin, il y va pas aux gens. Il dit, on connaît tout le monde, tu sais. Il dit, on savait que toi, ça te toucherait. C'est là que j'avais dit, moi, j'ai dit... Comment était-il habillé, cet extraterrestre? Il était habillé en foncé, comme tout le monde. Un grand bonhomme de 6 pieds. Les tempes grisonnantes, un bonhomme de 55 ans, à peu près. L'apparence humaine complète. Oui, exactement. Exactement. Puis, il dit que c'est un extraterrestre, juste parce qu'il s'est dit qu'il était extraterrestre? Non, parce que moi, j'ai dit que c'était un extraterrestre. J'ai demandé c'est quoi ce qu'il faisait, parce qu'il m'avait fait des choses un peu bizarres. Comme il voulait se renseigner sur ce coupe volant. Il vient me voir dans le champ, là. Tu sais, mettons, mon champ, je suis en train de grober, là. Oui. Dans ces bouts-là, mettons, là. Oui. Puis il monte en automobile, lui, ici, là, dans mon chemin. Puis il ne mouait pas parce qu'il y a un boisé ici, là, hein. Okay, oui. Puis il m'a jamais vu, le gars. Je ne le connaissais pas, je ne l'ai jamais vu. Puis il n'y avait pas personne chez nous à la maison, tu sais. Il a monté au champ, puis il est venu, il est arrivé juste à moi, tu sais.
Il a arrêté son automobile vis-à-vis ici. Moi, j'étais là. J'ai arrêté mon tracteur. J'étais pas présent. On était bien de bonne heure le printemps. J'ai été joué avec. J'ai demandé ce qu'il voulait. Je pensais que j'étais un gars qui me connaissait, mais non. Puis là, il m'a dit ça, lui. Il dit, il s'est passé quelque chose ici, par ici. Il dit, je sens ça. À un moment donné, il y a le nez fin. Vous avez combien d'années après? 4-5 ans à peu près. 71 en 72 à peu près. Parce qu'Henri Bordelot avait eu le temps d'écrire ça dans son volume. Qui c'est qui parlait du volume-là tout à l'heure, là? J'ai vu des soucoupes volantes. Hein? J'ai chassé les pilotes de soucoupes volantes. Ouais. C'est une norme. Alors, il y avait peut-être lu ça, lui, dans non. le livre de Bordelot. J'ai demandé c'est quoi ce qu'il faisait dans la vie, par exemple. J'ai dit, quoi tu fais dans la vie? Il dit, je fais des driveways en ciment, en asphalte. Ça m'en donnait beaucoup, ça, moi, là, ça me renseignait pas mal, tu sais. Mais ça m'intéresserait de travailler là-dessus, sur les soucoupes volantes. J'aurais du temps à perdre à dépenser puis à m'informer. Ah, j'ai dit. Moi, j'ai dit, le meilleur renseignement que je connais, c'est Henri Bordelot. J'ai dit, il a écrit un volume, puis mon cas, il est écrit dedans. Je l'ai chez nous, puis je vais te donner l'adresse, et dessus. Ah, il dit, je serais bien content. On a embarqué dans son auto, on est retourné chez nous, à la maison. Puis c'est que j'ai trouvé drôle en embarquant dans son auto, c'était une auto neuve. Tu sais, le veut dire, là, il était rendu dans le champ avec une auto flambant neuve à 100 tu sais, une auto qui sort du garage. J'ai dit, tabarnou, ça fait pas longtemps qu'il a acheté ça, tu sais, en tout cas. J'ai pas passé de réflexion, là, je me la passe à moi en dedans, intérieurement. On est arrivé chez nous, j'ai débarré la porte parce qu'il n'y a pas personne dans la maison. J'ai dit, assis-toi au bord, là, pareil comme s'il était assis là au bord de la porte. J'ai dit, à une chaise, j'ai dit, assis-toi au bord là, mais je vais aller chercher mon volume. Ma bibliothèque était au fond là-bas, là, aussi loin comme ça, de l'autre bout des armoires. Puis c'était mal pilé pour ça, mes volumes, parce que dans le temps, c'était les enfants qui lisaient des volumes, des romans. Puis j'ai lu, tu sais, là, il y en avait, mon vieux, puis c'était pilé, un 500, l'autre sur l'autre, il y en avait 300-400, des volumes. J'ai dit, je vais aller chercher mon volume, puis je vais te le prêter. Le volume de Bordelot? D'Henri Bordelot. Mais avant de partir, lui, il me dit, si tu as une autre bibliothèque en quelque part, ton livre, il n'est pas là. J'ai dit, t'as jamais rentré ici en coroner que tu sais que mon livre n'est pas là. Parce que moi, à date, là, je ne sais pas ce que c'est ce gars-là, tu sais. C'est un gars qui voudrait se renseigner, je suis prêt à y aider. J'ai dit, comment tu fais pour savoir ça? Il dit, t'as jamais rentré ici. Moi-même, je me dis, il est là. Allez le chercher là, il est là, ma bibliothèque. Il n'a pas dit un mot, c'est assis. Parce qu'il n'était pas parlant. Tu sais, veux dire, tout bien, moi, j'ai le galard, mais lui, il n'était pas parlant. Mais, il dit, il n'est pas là. Il dit, c'était une place ailleurs, si tu as des volumes, on va le chercher ailleurs. Je me suis en allé là, j'ai cherché pendant 10-15 minutes. Tu sais bien, là, assez qu'à un moment donné, dans ma tête, ça m'a repassé ça. Je dis, pourquoi est-ce qu'il m'a dit qu'il n'était pas là? Assez que je commençais à avoir chaud, tu sais, en arrière des oreilles, parce que ça me dramatisait que lui me l'ait dit, puis qu'il était étranger à mon affaire, tu sais, que moi, je ne savais pas qu'il soit là. J'étais obligé de me désigner à dire, je vais monter en haut, aller voir dans les chambres de ma fille, voir si elle est là. Quand on ouvre la porte, il est juste là. Tu sais, je le vois parce que le volume, il était brun. Tu sais, c'était facile à reconnaître avec les autres. J'ai pris le volume descendu. Mais en descendant, tu sais, là, je me suis dit, tu es capable de me dire comment est-ce qu'il a fait de savoir ça? Mais encore là, c'était pas pire, tu sais. Je lui donne mon livre, il le met sur le bord de son fauteuil. De même, il y avait une chaise comme ça, tu sais. Il fait ça. Ben, j'ai dit, regarde dans la page 68 à 72, mon cas, il est là, moi. Je l'ai tout lu, ton livre. Ah, ben là, j'ai dit, ben nous, ça va faire, hein? Qu'est-ce que vous venez faire ici, les extraterrestres? Hein? Qu'est-ce que vous me voulez? Il m'a dit, on a besoin de toi dans un avenir rapproché. Tu sais, il m'a pas dit qu'il n'était pas un extraterrestre, là. Ouais. Et il me dit, on a besoin de toi. J'ai dit, j'ai pas d'instruction, j'ai rien. J'ai rien qu'à une 7e année, que tu veux que je fasse? Oh, ça marche pas de même partout. Il dit, on t'avait à l'œil avant que tu viennes au monde. Hein? Essayez, il y a 25 ans, de penser à ça de même que c'est qui arrive, là, tu sais. Là, les genoux ont commencé à me taper ensemble. Hein? Il dit, j'ai pas quelque chose. Tu vas apprendre des choses d'ici à ce temps-là, là, tu sais. Il dit, il y a du monde partout ici alentour. Toutes les chaises sont pleines de monde qui nous écoutent parler, puis tu les vois pas. Mais que je revienne, je vais te les montrer, je vais te faire jaser avec. Plus ça allait, ça améliorera pas mon affaire. Fait que, là, il m'a dit, pour aujourd'hui, t'en sais assez. Mais il dit, tu as des choses à apprendre, puis m'en revenir. On a besoin de toi. Au point de vue extraterrestre, ça s'est réglé de même. J'ai même pas su par quel côté de la maison qu'il est parti. Les gens ont dit, lui aussi qui s'est en allé, je sais pas. J'ai resté planté là dans la maison.
J'ai pas été ouvrir la porte, j'ai dit bonjour, puis j'ai resté figé là. Tu sais, là, c'était trop, là, tu sais, ça... Je me dis, j'étais après à venir fou, je me dis, j'étais après à rêver, c'est quoi ça, là? Depuis 25 ans, est-ce que finalement il est revenu? Non. Mais il y avait complètement une apparence humaine. Oui. Mais il disait qu'il était pour vous revoir, me semble? Oui. Il a dit qu'il reviendrait me revoir parce qu'il avait besoin de moi. Il y avait des choses à me dire, il y avait des choses, il avait besoin de moi. Est-ce que vous avez fait des rêves? Non, absolument pas. Mais vous les sentez auprès de vous? Vous les ressentez? Oui, je les sens, par exemple. T'sais. Moi, j'avais dit à un moment donné, quand j'ai dit qu'il était arrêté là, pourquoi? Puis j'ai dit, vous avez fait du dommage, vous m'avez fait du dommage. J'ai dit, on va te récompenser pour ça dans ta vie. Ah, c'est lui qui m'avait dit ça pour ça, le bout en disant que il y avait des ordinateurs pour... Un homme pouvait surveiller 3 villages comme Lanoret. Un homme. Il surveillait tout le monde à travers leur maison, puis il lisait dans leur pensée. Ça, c'était ses paroles à lui. T'sais. Il dit, tu surveilles bien que 5-6 000 poules dans un poulailler, puis tu es tout seul. S'il y a une qui boite, non, l'autre est malade, tu vas t'avouer en travers des autres. Nous autres, on fait pareil avec vous autres. On le sait qui est-ce qui a à surveiller, puis qui est dangereux, ou non, qui a besoin d'être surveillé. Ça en faisait bien, là, à un moment donné. Là. Ça en faisait beaucoup dans ma tête de connaissances. À un moment donné, j'avais jamais entendu parler de ma vie, puis... Croyez-vous que ça aurait pu être un enquêteur du gouvernement? Non, absolument pas. Monsieur Bonin, oui. Pendant que cet extraterrestre, comme vous l'appelez, puis je vous respecte là-dedans, puis je vous vois en passant, vous parlait, quelle était votre sensation ou vos émotions intérieures? Parce que je parle de là, la confiance, la peur, la réticence. Comment c'est que vous vous sentiez là, au moment là, où ce que vous lui avez dit, qu'est-ce que vous me voulez, vous autres, les extraterrestres? Votre sensation intérieure à vous, c'était-tu une sensation de confiance, de peur? De peur, de peur. De peur de l'inconnu. Tu sais, là, je me suis dit... L'inconnu, mais pas peur du bonhomme en avant. Non, là, lui, il me faisait pas peur. Mais tout ce qu'il me disait, à un moment donné, là, ça... C'est effrayant. Pour vous, à l'intérieur. Oui, ça t'effrayait, à un moment donné, de dire qu'il y a du monde partout que tu ne vois pas, qui sont là, puis lui, il avait l'air les voir, tu sais. Et il était bien calme, puis il était bien... Mais moi, là, je me dis... C'est quoi ce qu'il me dit là, à un moment donné? C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Ou, tu sais, il fallait que, dans ma tête, ça n'a pas rentré, puis à part de ça, j'ai commencé à trembler. En tout cas, je tremblais comme une feuille. Pas de menterie, là, mon ami, là, et puis il s'en était parti pour ça. Il a dit, t'en as assez pour aujourd'hui. Aimeriez-vous ça qu'il revienne vous voir? Ah oui, là, je suis prête, par exemple. Mais il est là, il est entendu. Quel genre de questions que vous lui poseriez? C'est une bien bonne question, ça. Peut-être que je serais tout bien autant embêté, mais au moins, je n'aurais pas, comme il disait le monsieur tout à l'heure, j'aurais pas peur. Vous avez bien compris, il nous dit que depuis quelques années, il a remarqué que les livres sur le phénomène extraterrestre sont de moins en moins disponibles et dans les librairies où on fait de l'échange d'anciens livres, où on peut aller chercher des livres usagés, il y a de moins en moins de livres sur le phénomène extraterrestre de disponibles, comme s'il y avait des agents d'organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux chargés de ramasser. On laisse encore des livres se publier sur le sujet. Il y en a d'ailleurs de moins en moins qui sont de nouveaux livres publiés sur le sujet maintenant. C'est qu'on a remarqué que des ufologues à travers le monde sont dénigrés, soit pour des raisons financières ou soit pour des raisons de moralité. On se comprend? Pat Marcatillo, you saw many ufologists with big problems around this planet. Yes, we have. We have, for instance, in your case, is that what you're pertaining to? There's other cases in the United States where this has happened the same way. For instance, Robert Lazar, a famous physicist from Area 51, same thing happened to him. He was accused of this and that, and it was morality and yes, immorality. Yes, and Wendell Stevens and many other more famous ufologists have that difficulty too. And I think it's a way that the government can defame you and have you lose respect somewhat in the people's eye, and also use up your money.
if you try to sue them or sue whatever. Exactly. Use up your money and defame the person, lose a little respect. Lose our credibility, finally. Yes, use our credibility too. C'est ça, créer le scandale autour de la vie privée de certains ufologues en vue, alors pour détruire leur réputation, pour tenter de les ruiner financièrement et leur enlever toute crédibilité et le respect des... L'information qui est inclue là-dedans, évidemment, M. Demers, je ne sais pas si M. Demers a pu finalement avoir eu accès à cette information-là. S'il n'a pas eu accès à cette information-là, son article, dans ce cas-là, était, à mon avis, tout à fait inutile. Inutile de parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Ouais, et toute l'information inscrite dans le rapport de la GRC parlait notamment du mouvement du plafond nuageux, des nombreux coups de fil que la GRC avait donnés au ministère de l'Environnement et que le ministère de l'Environnement avait confirmé qu'il n'y avait pas d'aurore boréale cette nuit-là. Et il y a mieux, un Cessna qui est passé dans la trajectoire des témoins de l'objet. Et il a fait disparaître l'objet en passant. Si c'était un reflet du sol, on aurait vu l'objet se matérialiser sous le dessous des ailes de l'avion qui coupe le rayon du sol. Puis comment on peut m'expliquer en phénomène en physique optique qu'on puisse voir à la fois l'angle d'incidence, c'est-à-dire voir une source ponctuelle et son reflet sur une photographie? Moi, je comprends rien. Non, tu vas voir un ou l'autre. C'est un ou c'est l'autre, pas les deux en même temps. Et la photo couleur, Christian, on en a salivé. Elle est d'une qualité extraordinaire relativement à la noir et blanc. Voilà, publiée dans... Elle ne rendait vraiment pas justice à la photographie originale qui avait été prise. Mais lorsque l'on regarde... Alors, il n'y a pas de secret d'État. C'est les journalistes qui travaillent mal. Point. Il n'y a pas de gouvernement qui cache la vérité. Moi, j'ai vu à Radio-Canada, au téléjournal de Radio-Canada, 10 minutes accordées à la fameuse disparition, soi-disant, des avions Avenger dans le triangle des Bermudes. Oui. Et là, on a dit, ah, on vient de découvrir, des chercheurs de trésors ont découvert les fameux avions. Et ça n'a pas été long. Une semaine plus tard, on découvrait que ce n'était pas les bons appareils. Mais jamais Radio-Canada n'aurait diffusé cette nouvelle-là. Diffusé la contrepartie de cette nouvelle-là. En laissant toujours croire aux gens que finalement, on avait été retrouvés. C'est ça. Ça, c'est de la faute. Deuxième chose, encore à Radio-Canada pour taper dessus, c'est les fameux cercles en Angleterre, où on a pris beaucoup de temps à montrer deux guélurons, deux vieux Anglais qui, avec une planche de bois tenant une corde, appuyaient sur le blé et faisaient les fameux cercles. Et on dit c'est eux qui, depuis des années, font, en l'espace de 3 mois, 400 cercles à travers le monde entier. Tout le monde a cru ça. C'est quoi ça? C'est de la désinformation? Y a-t-il une raison derrière? Moi, selon moi, dis-moi si t'es d'accord, c'est ça. On ne le croit pas. On est en position de journaliste. On est chef de pupitre. On reçoit le tas de nouvelles. Ça passe. Ça, on le passe pas. Ça passe. Ça, on le passe. Les ovnis, jamais cru à ça. Ça passe pas. C'est fini. C'est le même que ça travaille, les journalistes. Je suis journaliste. Je travaille une station de radio. Je suis souvent très insulté de voir des chefs de pupitre être aussi expéditionnaires dans leur façon de décider qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on dit pas. Au nom de la compétence, bien, venez faire le tour d'une salle de nouvelles. Je mets n'importe qui au défi à CJMS, à CKC, à Télémétropole. Allez passer un stage de formation là, sans trop les déranger et regardez-les travailler. Organisez-vous pas, par exemple, qu'ils sachent que vous êtes là, parce qu'ils vont faire des pieds et des mains, montrer qu'ils sont compétents, puis qu'ils font une étude approfondie sur chaque thème que les gens doivent savoir, puis c'est important pour régenter leur vie aujourd'hui. Ils regardent le compétiteur dit ça, on dit ça. Le compétiteur dit pas ça, on ne dit pas ça. J'ai été journaliste pendant